Ce soir, retour sur la visite surprise du premier ministre Justin Trudeau en Ukraine. Michael Chwek, président de l'aile québécoise du Congrès des Canadiens ukrainiens, est avec nous. Course au leadership conservateur, après un premier débat acrimonieux, à quoi peut-on s'attendre du match revanche de mercredi? L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. À la tête du caucus des parlementaires noirs depuis 6 ans, Greg Fergus passe le flambeau. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau est de retour au Canada après un voyage surprise en Ukraine, accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland et de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Le premier ministre a rencontré son homologue Volodymyr Zelensky. M. Trudeau a aussi profité de son voyage pour annoncer la relance des activités diplomatiques de l'ambassade canadienne à Kyiv, une aide militaire supplémentaire de 50 millions de dollars à l'Ukraine et la levée des tarifs douaniers sur les importations ukrainiennes. Nous n'allons pas hésiter dans notre détermination de continuer d'être solidaires du peuple ukrainien, de repousser contre la Russie, quoi que Vladimir Poutine essaye dans ses menaces. Il a fait un profond mauvais calcul dans son sous-estimation du courage et de la force du peuple ukrainien et la détermination des pays alliés d'être là pour eux. Et en cette journée d'anniversaire de la victoire en Europe, Vladimir Poutine est en train de faire honte à la mémoire aux millions de Russes qui ont lutté, qui ont fait des sacrifices pour vaincre le fascisme, pour assurer la liberté pour l'Europe et pour le monde. Pour réagir maintenant à ce voyage du premier ministre Trudeau en Ukraine, je retrouve Michael Chwek, qui est président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Bonsoir, M. Chwek. Bonsoir. C'est un voyage dimanche qui en a pris plusieurs par surprise. Comment vous avez réagi de votre côté? De notre côté, au Congrès, on était très surpris, mais pour nous, c'était une très belle surprise, sachant que le premier ministre s'est rendu en Ukraine pour voir de lui-même, par ses propres yeux, les atrocités qui ont été commises par l'armée russe en Ukraine. Donc, une présence hautement symbolique pour vous? Absolument. C'est très important que le Canada soit de côte à côte avec l'Ukraine, et puis c'est un symbole très important. Bon. Le premier ministre Trudeau ne s'est pas seulement rendu à Kyiv, mais aussi est allé à Irpin, l'un des endroits où les combats ont été particulièrement sanglants au début de la guerre. M. Trudeau a dit qu'il avait vu les preuves des horreurs commises à Irpin. À quel point c'était important pour vous, justement, que le premier ministre constate de ses yeux les horreurs de la guerre en Ukraine? C'est très important pour nous de savoir que le premier ministre a vu de lui-même, avec ses propres yeux, les atrocités qui ont été commises par l'armée russe. C'est une chose de regarder via la télévision, les YouTube, etc., les différents médias, mais lorsqu'on voit par ses propres yeux, c'est toute une image importante et différente. Oui. Je veux vous entendre sur la réouverture des activités diplomatiques à l'ambassade du Canada en Ukraine. On a vu M. Trudeau hisser le drapeau canadien sur l'ambassade. On sait que plusieurs autres pays avaient déjà rouvert leur ambassade en Ukraine au cours des dernières semaines. Est-ce que cette réouverture, ça arrive trop tard, selon vous? C'est jamais trop tard. C'est important qu'ils ont réouvert l'ambassade. Et puis, toujours, chaque pays doit assurer un certain niveau de sécurité. Alors, nous autres, on est extrêmement contents que, à son tour, le Canada a réouvert ses portes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain? Bien, ce qu'on pense, ça va rendre les services plus accessibles pour le peuple ukrainien. C'est évident. Et puis, avec du temps, de plus en plus de services vont être possible. Oui, parce qu'on sait justement qu'il n'y a toujours pas de services consulaires ou d'immigration qui sont offerts actuellement sur place. Jusqu'à quel point ça complique la vie des Ukrainiens qui veulent venir au Canada?
Toujours, ça complique. Lorsqu'on limite les services qui sont offerts par l'ambassade, ça complique la vie de ceux qui aimeraient avoir les services. Alors, nous autres, de notre côté, on encourage le gouvernement de réétablir les services à 100% dès que possible. Oui, le plus vite possible, ça veut dire quoi? Parce que c'est quand même important, ces services consulaires, ces services d'immigration. Vous espérez que ça va être ouvert quand? Pour nous, demain, si possible, mais on sait jamais. Bon. Sur l'accueil des réfugiés maintenant, on sait que le Canada a déjà accueilli des milliers de réfugiés depuis le début de l'invasion russe. On est actuellement au jour 75 de cette invasion. Est-ce qu'on sait exactement combien de réfugiés ukrainiens le Canada a reçus jusqu'à maintenant? Alors, le Canada a reçu plus de 25 000 réfugiés à date. Pour le Québec, la grande majorité passe via l'aéroport à Montréal et puis on a reçu plus de 600 nouveaux ressortissants au Québec. Donc, 25 000 au Canada, dont 600 au Québec. À la lumière des témoignages que vous entendez sur le terrain, quels sont les plus grands défis des réfugiés ukrainiens qui arrivent au Canada encore aujourd'hui, encore maintenant, là? Il y a toujours des défis qui sont normaux, c'est-à-dire une nouvelle famille qui se rend au Québec. Il faut penser du logement, de la nourriture, l'école, les études pour les enfants, le travail. Alors, les finances, c'est très, très important. Mais de l'autre côté aussi, il y a quand même une inquiétude, sachant que tout homme âgé de 18 à 60 ans sont encore au pays. Ouais. Alors, une mère qui est ici avec ses enfants, elle doit non seulement penser à s'établir au Québec, mais aussi elle pense quotidiennement à son mari en Ukraine. Oui, on peut comprendre. Vous nous avez dit en entrevue, M. Chouek, à notre émission il y a quelques semaines, que la bureaucratie canadienne était très lourde pour ces réfugiés qui viennent s'établir ici au Canada. Est-ce que les choses se sont améliorées à cet égard? On a toujours une bureaucratie. Sauf que les choses s'améliorent, c'est clair. On a reçu 25 000 ressortissants déjà au Canada, alors on voit qu'il y a eu du progrès. Pour ce qui est du Québec, on est extrêmement content avec le gouvernement provincial. Les services qui ont été mis en place sont excellents et ça aussi dans chaque région à travers la province. Oui, mais pour ce qui est de la bureaucratie canadienne, vous nous dites qu'il y a encore place à l'amélioration. Oui, toujours. C'est un peu compliqué avec le remplissage du formulaire pour le visa. Et puis, c'est sûr, on aimerait avoir plus de vols nolisés. C'est une dépense que la mère qui est en Pologne, disons, elle doit payer son propre vol. Fait que ça demande encore du travail. Oui, c'est ça. Le ministre des Transports disait justement la semaine dernière que c'était plus compliqué que prévu d'organiser ces vols nolisés. Sur l'aide alimentaire maintenant à l'Ukraine, Ottawa a aussi confirmé le versement de 25 millions de dollars au programme alimentaire mondial pour contrer l'insécurité alimentaire en sol ukrainien. À quel point l'accès à la nourriture, c'est un problème en Ukraine en ce moment? En ce moment, c'est difficile à dire, sauf il faut quand même essayer de penser à l'avenir et puis toujours l'alimentation, c'est un des sujets les plus importants, d'assurer que le peuple soit alimenté. Oui. Et en terminant, M. Chouek, pour la population canadienne qui veut venir en aide aux Ukrainiens, c'est quoi la meilleure façon de s'y prendre? Deux façons d'aider. La première façon, c'est aider ceux qui sont encore en Ukraine. Il y a un besoin énorme. Et puis, si on veut, la meilleure façon, c'est vraiment d'offrir un don financier. On peut faire ça au cufoundation.com. C'est une fondation canadienne qui travaille en Ukraine depuis 2014. Ils sont encore là et puis ils font un travail essentiel en termes d'aide humanitaire. Si on veut aider les nouveaux arrivants, ça aussi, on peut le faire. Surtout si vous avez des emplois, vous pouvez inscrire votre emploi auprès du gouvernement provincial. Si vous avez un logement, ça aussi, on en aura besoin, ou un don financier au uccmontréal.ca.
Michael Chouak, président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je poursuis l'analyse de cette visite surprise du premier ministre Trudeau en Ukraine avec Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. M. Trudeau était pressé, il faut le dire, par l'opposition à Ottawa d'en faire plus pour l'Ukraine. Il a donc choisi la journée d'une rencontre du G7 pour le faire. Il a même participé à ce sommet du G7 virtuel en compagnie du président Zelensky. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment choisi par M. Trudeau pour aller en Ukraine? Le moment est bon, je pense. Effectivement, il y avait déjà des réunions du G7. C'est très symbolique de le faire avec le président de l'Ukraine. Aussi, ce qu'on a peut-être oublié, c'est que c'est le 9 mai aujourd'hui qui est censé être une grande journée en Russie où M. Poutine est censé montrer toute la force et la puissance de son pays. Et donc, ça vient porter un petit peu ombrage à ça. Ça laisse pas toute la place à M. Poutine. Alors, je pense que pour ces raisons-là, la visite est intéressante. Ceci étant dit, on est beaucoup dans les symboles. Oui, le Canada appuie l'Ukraine, mais ça, on le sait déjà. Oui, on va donner un peu plus d'aide. C'est dans la continuité des choses. Par contre, est-ce que le Canada est un vrai joueur dans ce conflit-là? Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'on a une nouvelle politique étrangère? Non, je pense pas. Alors, on est plus dans la continuité que le changement, mais c'est pas inintéressant de voir la visite de M. Trudeau en Ukraine. Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé du moment et de l'importance de la visite de Justin Trudeau en Ukraine? Oui, je pense qu'il devait y aller, puis il est allé un peu tard, mais finalement, c'est très bien passé. La conférence de presse, la séquence là, à l'ambassade avec le drapeau. Donc, je pense que il a montré que le Canada était derrière l'Ukraine, annoncé de nouvelles mesures. Alors, je pense que c'est positif. En même temps, c'est sûr que le Canada, non, c'est pas un joueur majeur sur l'échiquier international. Et notre politique étrangère, je pense, gagnerait à être plus claire, plus développée. Mais en même temps, je pense que c'est un bon moment pour Justin Trudeau et pour son gouvernement de montrer vraiment le soutien envers l'Ukraine. Et donc, je pense qu'en général, c'est une visite réussie. Parlons maintenant de la course au leadership conservateur. Je veux vous entendre, je veux revenir avec vous sur le débat de la semaine dernière entre 5 des 6 candidats dans la course. Alors qu'on se prépare au premier vrai débat entre les 6 candidats ce mercredi, Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier débat de jeudi dernier? Je m'attendais à un débat plutôt tranquille, qui était comme une grosse pratique avant les vrais débats officiels. Évidemment, ça s'est pas passé. On a jeté les gants de boxe tout de suite et on a vraiment eu un affrontement frontal. Si on savait pas encore qui était Pierre Poilievre ou Jean Charest, puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour le Parti conservateur, là, on le sait. Alors, on s'est attaqué vigoureusement. On sent que la lutte est entre ces deux candidats-là et ça va sans doute préparer la suite des choses. C'est-à-dire que le débat qui va avoir lieu cette semaine, à mon avis, ne peut pas faire l'impasse sur ce qu'on a entendu la semaine passée. Ça va être la continuité, mais en corrigeant les erreurs que chacun a commis. C'est-à-dire que il n'y a pas un candidat qui est ressorti gagnant de façon claire de ce débat-là, mais chacun a montré aussi un peu une faiblesse. Donc, je m'attends à ce qu'on apprenne du débat de la semaine passée pour changer certaines choses, le rendre peut-être plus instructif aussi, aller plus vers le fond des choses que juste des punchlines, là, comme on dit, on en a eu plusieurs, et d'aller et de voir vraiment ce que chacun a amené pour le bien et le futur du Parti conservateur. Oui, Daniel, Geneviève dit qu'il n'y a pas eu vraiment de gagnant. Est-ce que vous pensez justement dans ce débat de la semaine dernière qu'il y a eu un gagnant ou un grand perdant, selon vous? Le grand perdant, c'est Patrick Brown parce qu'il n'était pas là. Et d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué et il s'est fait critiquer. Le débat a eu, oui, une couverture médiatique quand même, je pense, plus élevée qu'on le pensait. En partie parce que le ton était vraiment acrimonieux et donc Patrick Brown, je pense, a fait une erreur en ne se présentant pas. Il va être là, évidemment, au prochain débat. Mais je pense que si on parle beaucoup, oui, de Jean Charest et de Pierre Poilievre, que Geneviève a mentionné, mais Leslyn Lewis avait aussi beaucoup de mordants dans ce débat-là, attaquant Pierre Poilievre, disant que Pierre Poilievre, au fond, s'est joint derrière les camionneurs à la dernière minute et que c'était superficiel, et donc son combat pour la liberté, au fond, c'est
liberté entre guillemets, là, c'est de l'opportunisme politique un peu fait sur le coin de la table, là, alors qu'elle elle défendrait cette valeur-là depuis longtemps. Donc, il va falloir surveiller Leslyn Lewis. Je pense que elle pourrait faire des attaques, surtout contre Pierre Poilievre, qui pourrait faire mal, parce que on peut pas l'accuser d'être trop centriste, là. Donc, il va falloir la surveiller au cours du prochain débat. Oui, Geneviève, vous allez surveiller quoi de votre côté dans ce prochain débat? Ça va être la présence de Patrick Brown, parce que comme Daniel l'a dit, c'était le grand absent de la soirée. Pour quelle raison il n'était pas là? Peut-être que ça lui a permis de voir comment les deux s'affrontaient, là, entre Jean Charest et Pierre Poilievre, puis essayer de se faire sa propre stratégie. Mais lui pourrait changer, pourrait brasser les cartes un peu, parce que si Jean Charest paraît mal, si Pierre Poilievre réussit à mal le faire paraître, mais que des gens ne veulent pas voter pour Pierre Poilievre, Patrick Brown pourrait devenir la meilleure option pour les membres. Ceci étant dit, le débat de la semaine passée et ainsi que celui de cette semaine, puis en français la semaine suivante, oui, pour un auditoire conservateur, mais pas juste ça. Chacun des candidats essaye aussi de recruter des nouveaux conservateurs. C'est vraiment la joute qui joue en ce moment, c'est-à-dire qu'on parle pas nécessairement aux gens qui sont dans l'auditoire, mais on parle à l'ensemble de la population en les invitant à se joindre au Parti conservateur et d'appuyer chacun des candidats. Donc, je pense que tous les candidats vont avoir ça à l'esprit et c'est ça que je vais surveiller, là, la stratégie qui va être élaborée par chacun pour aller chercher ces votes peut-être qui manquent encore là, pour le moment. Oui, c'est ça, parce que Daniel, il y a eu aussi Pierre Poilievre qui a été, je dirais, vertement critiqué en fin de semaine par l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, pour avoir affirmé que la Banque du Canada est financièrement illettrée. Est-ce que Pierre Poilievre devra changer de ton, selon vous? Quel impact ça pourrait avoir, parce que c'est quand même une critique qui vient pas de n'importe qui, ça pourrait avoir sur le ton de Pierre Poilievre? Ben oui, son ton lui rapporte d'une certaine façon parmi les gens qui sont un peu écœurés du statu quo, donc le ton populiste, anti-élite, ça fonctionne bien avec certains membres du Parti conservateur, mais je pense que certaines de ces dénonciations, certaines de ces critiques vont revenir le hanter plus tard s'il devient leader du parti. Donc, les libéraux, le NPD, on enregistre tout ce que M. Poilievre dit et on va s'en servir plus tard contre lui s'il devient leader du parti. Geneviève, là-dessus? Oui, tout à fait. M. Poilievre joue un jeu dangereux avec la Banque du Canada. C'est bien beau d'attaquer les institutions puis l'establishment, mais il ne faut pas lancer des accusations sans fondement. Puis effectivement, ça pourrait réfléchir plusieurs personnes sur la solidité de M. Poilievre. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel, il parle à sa base en ce moment. Mais est-ce que c'est ça qui va l'amener à recruter d'autres personnes pour le leadership? Puis si ensuite il gagne le leadership pour la campagne électorale fédérale, ça, c'est loin d'être certain. Alors, il faudrait qu'il fasse attention à ce genre de déclaration-là. C'est une chose de parler devant ses sympathisants, c'en est une autre de parler à l'ensemble de la population. Et ces débats-là sont suivis par l'ensemble de la population. Et si les gens ne les regardent pas, les gens écoutent les commentaires le lendemain. Alors, il faudrait qu'ils fassent attention à ce genre de déclaration-là. Oui. Daniel, pour terminer, il nous reste à peu près 30 secondes. Est-ce que vous pensez que l'avortement va être un enjeu du prochain débat ou c'est une vieille histoire déjà? Je pense pas que ce soit une vieille histoire parce qu'on en parle beaucoup aux États-Unis, que les médias au Canada couvrent la situation américaine. Donc, je pense qu'on va en reparler. Et puis, Leslyn Lewis est là pour montrer qu'elle est différente, qu'elle est contre l'avortement. Et donc, elle va sûrement essayer de montrer à sa base, à elle, aux traditionnalistes, aux conservateurs religieux, qu'elle est là pour les défendre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Le député Greg Fergus quitte ses fonctions de coprésident du caucus des parlementaires noirs et de président du caucus libéral noir aux communes, deux groupes dont les revendications ont inspiré des politiques à plusieurs reprises. Et justement, pour en discuter, on reçoit ce soir Greg Fergus et celle qui va le remplacer à la tête du caucus libéral noir, la députée Ariel Kayabaka. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Greg, vous passez donc le flambeau après 6 années consacrées à représenter les élus, les sénateurs et les employés noirs sur la colline parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision d'abord?
C'était facile parce qu'il y a vraiment du talent sur nos bancs. Quand vous allez rencontrer Ariel, vous allez constater que c'est une femme extraordinaire qui a un passé très intéressant et qui peut vraiment faire le travail. Vous savez, d'être président des Caucus des Noirs, c'était tout un privilège. Mais après 6 ans, c'est le temps de passer le flambeau à du sang neuf. Et on a du talent dans nos bancs. Puis je suis très content que Ariel a répondu oui, présent pour reprendre le flambeau puis continuer le travail de sa façon. Pour les prochaines années. Ben, justement, Ariel Kayamaga, je me tourne vers vous. Vous avez été élu député libéral en Ontario à la dernière élection au mois de septembre 2021. De réfugié du Burundi à député au Parlement canadien, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la relève de Greg Fergus à la tête du caucus libéral noir? Écoute, en tant que Canadienne noire, j'ai vécu les succès du caucus des Noirs. J'ai vu quel travail ils ont fait avec tant de tendresse, avec tant d'efforts, avec tant d'amour qui venait du gouvernement canadien et des membres du caucus des Noirs. Ça m'a poussé à vouloir faire partie de ce travail. Et Greg m'a soutenu dès le début jusqu'à la fin. Puis, en tout cas, c'est le soutien en fait qu'on a dans notre équipe, c'est cette connexion qui nous amène à pouvoir accomplir tant de choses pour les Canadiens noirs. En 2019, on a vu le mot Canadien noir apparaître dans notre budget. Je pense que ça a fait beaucoup de mouvements dans notre communauté. Puis c'est du travail qui est très honorable, que je me sens vraiment honorée de pouvoir faire partie de ça. Bon, juste pour mettre ça au clair, parce qu'il peut y avoir une certaine confusion, le caucus des parlementaires noirs et le caucus libéral noir sont deux entités différentes. Greg, parlez-nous de la mission du caucus parlementaire noir à Ottawa et qui il représente exactement? Bien, effectivement, le caucus des parlementaires noirs était formé en même temps qu'on avait formé le caucus libéral des Noirs en 2015, après l'élection de 2015. Durant cette élection-là, je me souviens, le lendemain de l'élection, j'ai reçu non seulement des appels de mes commettants de Hall-Elmer de félicitations, mais j'ai reçu des appels des Canadiens à travers le Canada, surtout des personnes noires, qui ont vu mon image pendant les 3 secondes qui c'était sur l'écran. Ils ont dit, mais bravo, tu sais, c'est rare qu'on a vu une personne noire au Parlement. Nous étions 5. Alors, quand j'ai eu la chance de parler avec mes collègues dans le caucus, qui étaient d'ailleurs en 2015, tous les 5 députés étaient des libéraux. Alors, c'est la raison pour laquelle il y avait cette coïncidence entre les deux caucus. Ces gens-là m'ont expliqué que eux, ils ont vécu la même chose. Alors, on a dit que c'était une bonne idée qu'on forme un caucus, qu'on tente, en plus de notre travail de représenter nos circonscriptions, qu'on fasse un peu de travail pour avancer les intérêts des communautés noires à travers le Canada. Ouais. Alors, c'est ça qu'on avait créé ça. Puis, la raison pour laquelle il y avait les deux, parce qu'il y a le caucus libéral des Noirs qui est composé des élus et des adjoints noirs au Parlement, mais le caucus parlementaire noir inclut les autres formations les élus des autres formations politiques et aussi des membres du Sénat. Oui, c'est ça, c'est apolitique. Ariel, vous vous retrouvez donc aujourd'hui à la tête du caucus libéral noir. Quelle est votre vision pour ce caucus? Comment vous voyez votre rôle de votre côté? Oui, absolument. C'est mon rôle pour cette fois. Premièrement, on va faire le bilan de voir où on est rendu, qu'est-ce qu'on a pu accomplir depuis 2015, depuis que notre gouvernement est au pouvoir. Puis qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour continuer au fait de bâtir une communauté qui est incluse dans toute la société canadienne et de faire sûr que les priorités et les problèmes que les Canadiens noirs font face sont évidemment qui continuent à être au fond de tout ce qu'on fait. On a vu que dans le budget de 2022, on a encore des choses qui se trouvent là pour les Canadiens noirs et c'est cette force-là qu'on a en tant que
caucus pour pouvoir répondre aux besoins des Canadiens noirs à travers le pays et aussi à voir que notre travail continue, faire sûr que le gouvernement tient compte de ce qui est arrivé au passé puis au présent, mais aussi de faire sûr que tout le monde se sent impliqué, qu'on puisse faire des choses qui incluent les jeunes Canadiens aussi, les jeunes noirs, qu'on parle des problèmes que les Canadiens noirs ont vécu pendant la pandémie, parce que la pandémie a touché les Canadiens noirs différemment des autres Canadiens. Donc, il y a encore du travail qu'on a à faire, mais on va bâtir sur le travail qui a déjà été fait. On ne va pas rebâtir la machine. Ouais. Bon, Ariel dit voir qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on doit encore faire. Les membres de la communauté noire sont encore largement sous-représentés au Parlement canadien. Greg Fergus, qu'est-ce que les partis politiques devraient faire, selon vous, pour encourager plus de candidats noirs à se lancer en politique? Et je peux parler de ma formation politique. On a fait un travail très important pour aller à la recherche des candidats noirs pour se présenter dans les dernières élections. On avait franchi un record avec 20 candidats noirs à travers le Canada pour le Parti libéral. C'était un nombre record pour n'importe quelle formation politique. Mais d'une façon non partisane, c'est tellement important que les Canadiens noirs s'impliquent avec la formation politique qui leur représente, qui correspond mieux à leurs idées. C'est très important que ce ne soit pas juste une affaire des libéraux, tandis que je pense que ça, c'est le foyer naturel, mais c'est important qu'il y a des Noirs qui s'impliquent dans le conservateur, dans les néo-démocrates, dans les Verts, dans le Bloc québécois, qu'on enlève nos chapeaux partisans et s'assurer que n'importe quelle formation politique va faire de leur mieux pour promouvoir les intérêts de tous les Canadiens, y inclus les Canadiens noirs. Ariel Kayabagha, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? La même chose, il faut qu'on continue à bâtir une société canadienne qui est inclusive. On a beaucoup de travail à faire. On a vu ce que la pandémie a pu montrer. C'était pas des problèmes qui sont nouveaux, c'était des problèmes qui étaient là avant. Ils ont été montés à la surface avec la pandémie qui a affecté tous les Canadiens. Mais on peut bien voir que ça affecte de différents Canadiens différemment. Donc on a encore du travail à faire. Puis on continue à travailler ensemble avec nos adjoints, avec les autres partis pour faire sûr que les voix des Canadiens noirs restent à l'avant de tout ce qu'on fait. Ouais. Il reste moins d'une minute. Greg Fergus, vous tirez donc votre révérence. Quels ont été les faits marquants de ces 6 dernières années? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire, mais que vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas pu accomplir? Écoutez, le travail n'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de travail à faire et j'ai beaucoup de confiance que Ariel va faire sa part pour accomplir ces tâches-là. Écoutez, je suis très fier de ce qu'on avait fait, la reconnaissance le racisme anti-noir, le fait qu'on a la première femme sur un billet canadien soit une femme noire, Viola Desmond, et tous les investissements qu'on avait fait dans la santé mentale, le logement, pour appuyer les groupes et certainement pour les données désagrégées pour qu'on peut mesurer notre différence. Moi, je suis très, très fier de notre bilan. Et il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Greg Fergus et Ariel Kayabagha, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 9 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.